Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Célia Sapar, climatologue et glaciologue originaire du Val-de-Travers et aujourd'hui active auprès de l'association CO2 Value Europe à Bruxelles. Bonjour Célia, bienvenue sur Instant Cactus. Bonjour. Je vais vous demander pour commencer si vous pouviez peut-être vous présenter puis nous raconter votre parcours en commençant peut-être par l'origine de votre vocation. Je suis Célia Sapar, donc je suis à l'origine suisse, donc je viens du Val-de-Travers. Je suis climatologue et glaciologue de formation et aujourd'hui je suis toujours experte climat mais aussi directrice de communication chez CO2 Value Europe. Donc pour moi, la passion pour le climat a d'abord commencé par une passion pour l'océan. J'étais, dès ma plus tendre enfance, fascinée par le monde de Cousteau, par les grands espaces, par l'océan, par les pôles. Et très jeune, je savais que j'allais vouloir faire de la recherche. Et c'est ce qui m'a en fait entraînée après à étudier les océans, à faire de l'océanographie. Et donc, je suis partie après ma maturité scientifique à Bordeaux, en France, où j'ai étudié l'océanographie. Puis les études m'ont menée dans différents pays pour finalement m'amener aux Pays-Bas, où j'ai fait un doctorat et où j'ai vraiment commencé à travailler en climatologie, où je travaillais sur l'idée de reconstituer les climats du passé pour mieux comprendre les climats du futur. Et puis, de fil en aiguille, je me suis donc spécialisée en climatologie et puis en sciences polaires et sur tout ce qui concerne en fait les émissions de gaz à effet de serre dans les pôles. Alors ma prochaine question portait justement sur vos recherches, vous l'avez un petit peu évoqué. C'était quoi les enjeux de cette recherche de reconstituer le passé pour mieux prédire le futur ? C'est qu'en fait, pour arriver à prédire le climat, ce qui est très important, parce que si on veut être capable de s'y adapter et trouver des solutions pour l'atténuer, il faut d'abord être capable de prédire ce qui va se passer. Eh bien, il faut qu'on parte d'une certaine base, il faut déjà qu'on comprenne le climat d'aujourd'hui. Et comme pour comprendre le climat, il faut essayer d'avoir des données sur une certaine échelle de temps, on a tendance à regarder dans le passé, parce qu'on dit souvent le passé est la clé du futur. Et donc, mon travail, c'était d'étudier ces climats passés pour mieux comprendre le climat du futur. Et je travaillais sur des carottes de glace. Donc, je suis allée forer de la glace au Groenland lors d'un grand projet international qui s'appelait NEM. Et donc, on a foré plus de 2,5 km dans la glace. Et en fait, dans cette glace de calotte du Groenland, il y a des petites bulles. Et dans chaque petite bulle, il y a en fait des petites parties d'atmosphère de notre passé. Donc, en fait, en analysant ces petites bulles, on arrive à savoir quelle était la composition de notre atmosphère dans le passé. Et donc, de savoir aussi, par exemple, quelles étaient les concentrations de gaz à effet de serre. Et donc, ça nous donne une information sur le climat. Donc, moi, je travaillais sur ça plus spécifiquement. Donc, essayer de comprendre, en fait, les émissions de gaz à effet de serre dans le passé. D'accord, très En bien. lien avec la température et avec le climat à l'époque. Et justement, dans le cadre de ces expéditions, je serais curieuse que vous nous racontiez un petit peu comment ça se passe concrètement. Parce que j'ai regardé notamment le reportage de la RTS qui vous est consacré. Je trouvais ça fascinant, j'ai découvert plein de choses. J'encourage d'ailleurs tout le monde à le regarder. Ça complétera cette entrevue. Mais voilà, je voulais vous demander un petit peu. Alors, je parlais de 2 missions, notamment celle de l'océan Arctique et puis plus tard celle vers l'Antarctique. Voilà, je voulais simplement vous demander comment ça se passait et puis peut-être quels avaient été un peu les objectifs de ces 2 missions. J'imagine qu'ils étaient similaires mais avec quelques différences. Et puis peut-être ce que vous en aviez retiré en termes de fruits de vos recherches. Oui, donc, en plus d'étudier le climat du passé, je me suis aussi spécialisée sur le climat aujourd'hui et essayer de comprendre les émissions de gaz à effet de serre dans les régions polaires aujourd'hui. Et donc, c'est grâce à ces recherches-là que je suis partie en brise-glace. En 2014, donc, j'ai traversé l'océan Arctique dans le Grand Nord avec un brise-glace suédois sur la mission Sverus. Et le but de cette mission, c'était d'arriver à mesurer et à quantifier les émissions de méthane, qui est un gaz à effet de serre très important, le second gaz à effet de serre le plus important après le CO2. Et ce méthane, il est émis en assez grande quantité sur toute la région sibérienne, mais aussi au niveau des côtes, parce qu'on a des terrains qui sont gelés qui étaient gelés de manière permanente, des permafrosts qui fondent. Et quand ils fondent, ça entraîne cette formation de méthane. Donc, autant sur les zones côtières
que sur la Terre. Et donc, on allait avec ce brise-glace pour essayer de quantifier ces quantités de méthane qui sont émises en fait dans l'atmosphère déjà aujourd'hui. Donc, de quantifier et d'essayer de comprendre en fait comment ces émissions vont évoluer à nouveau avec cette idée d'arriver à prédire les climats du futur. Alors j'imagine que vous n'avez pas des prédictions, forcément, exactes à l'instant T, mais qu'est-ce qui en est ressorti globalement? Ce qui en est ressorti, c'est qu'aujourd'hui déjà, on a des émissions de méthane dans ces régions-là, donc des émissions de méthane naturelles, mais qui sont causées par le réchauffement qui s'accélère. Donc plus on a un réchauffement qui s'accélère, plus on va avoir des émissions. Donc aujourd'hui, ces émissions existent et c'est en train gentiment de s'emballer, mais on n'a pas encore donc de chiffres précis à donner sur les émissions totales et surtout sur comment elles vont évoluer. Mais c'est un signal pour dire qu'il faut prendre ces émissions en compte, qu'on ne peut pas prédire le climat sans réfléchir à comment le système naturel réagit aussi à ce réchauffement. OK, très bien. Et alors je suis très curieuse, c'était ma question de tout à l'heure, mais comment ça se passe concrètement une expédition? J'imagine que vous êtes nombreuses. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Et j'imagine de plein de nationalités différentes. Comment vous coordonnez vos recherches? Est-ce qu'elles sont coordonnées en fait ou c'est très indépendant? Oui, sur ce type de projet, donc c'est des très grands projets qui prennent d'abord des années à être construits. On doit répondre à des appels pour avoir des financements, pour pouvoir partir, etc. C'est plusieurs pays qui se mettent ensemble, donc des chercheurs internationaux, et on essaie d'avoir le plus de complémentarité possible entre les différentes expertises. On a des météorologues, on a des océanographes, des personnes qui travaillent sur le sédiment. Sur mon cas, moi, je travaille plutôt sur l'air. Et donc, on va avec toutes ces personnes pendant plusieurs mois en général sur une localisation, donc ici sur un bateau, sur ce brise-glace. Et donc, on fait des recherches. En général, ça tourne 24 heures sur 24. Donc, c'est des mois qui sont assez durs. Il faut arriver à tenir le coup. On est assez isolé parce qu'on ne peut pas voir nos familles. En 2014, on n'avait encore pas vraiment de contact direct par Internet. Aujourd'hui, les choses ont pas mal changé. Maintenant, même sur des brise-glaces, on arrive à avoir un petit peu de contact Ah Internet oui, quand avec les même. familles. Donc voilà, mais ça change assez rapidement. Mais en 2014, on était encore au point où voilà, on pouvait appeler une fois par semaine pendant 10 minutes via les téléphones satellites si vraiment on avait besoin de le faire, pour ceux qui avaient des enfants notamment. Et donc, c'est vrai qu'on est assez isolé. On est en autarcie sur notre bateau dans cette immensité qu'est la région arctique, qui est très, très belle. Là, on était en été, donc on a beaucoup de soleil, il n'y a pas de nuit. Et à la fin de l'été, on a ces couchers de soleil et ces levées de soleil qui se passent en fait en même temps. Et qui, pendant des heures, on a ces lumières magnifiques. Donc, c'est des très beaux moments, mais des moments qui sont très intenses au niveau émotionnel parce que déjà, on voit ces pôles qui changent donc, devant nos yeux et on a typiquement, là, en 2014, on avait plusieurs anciens loups de mer qui connaissent l'Arctique depuis des décennies et qui nous montraient des images de comment c'était quand eux avaient nos âges, en fait, et qui partaient en brise-glace. Et quand on voit à quel point, notamment, la banquise fond dans ces régions-là, ça fait vraiment mal au cœur, en fait, de voir ça. On voit ces immenses lacs de fonte sur la glace et on se rend bien compte que ça s'accélère. Donc ça, c'est des choses qui sont émotionnellement pas faciles aussi à gérer. Ouais, je pense qu'on se l'imagine tous parce qu'on a tous vu des images, mais de le voir en vrai, je pense que ça doit faire un peu la boule au ventre, je pense quand même. La boule au ventre et puis surtout, c'est voilà, on se dit on est là pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe, pour essayer de trouver des solutions. Et quand on rentre, on n'est pas toujours écouté, on n'est pas toujours compris, donc c'est aussi une certaine frustration. Et sinon, par rapport aux femmes sur le bateau, c'est vrai qu'en général, quand on part en brise-glace, il y a très peu de femmes, même si ça, c'est quelque chose qui est en train aussi de fortement évoluer. Mais en tout cas, il y a en général plus de jeunes femmes, mais autant dans l'équipage que dans les chefs scientifiques, en général, il y a encore assez peu de femmes. Mais l'entente est en général assez cordiale et on est tous assez complémentaires. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi s'habituer. Il y a différentes cultures aussi sur un bateau. Quand on part, là, on était avec des Russes, des Suédois, on a tous nos habitudes. Par exemple, les Russes sont toujours très galants et on n'a pas forcément cette habitude quand nous on vient. Et je me souviens, par exemple, ils nous ouvraient tout le temps la porte. Moi, ça m'est arrivé de me prendre la porte dans la figure parce qu'on ne s'attend pas à ça forcément. Donc, à nouveau, on essaie de prendre le meilleur de chaque culture, de chaque expertise et de faire en sorte voilà, que la mission se passe au mieux. Et on travaille tous dans la même direction. Donc, c'est ça aussi qui est assez important. Justement, pour parler de différences culturelles, quand je me suis un peu renseignée, je lisais que la première mission en Arctique était une mission, brise-glace européen, en tout cas une mission européenne, et la suivante était organisée par des chercheurs américains. Donc, j'étais curieuse de savoir s'il y avait des grosses disparités. Bon, vous en citiez quelques-unes à l'instant, mais est-ce que dans la façon de mener les missions ou l'organisation, même, est-ce qu'il y a des grosses différences? Oui, il y a des très grosses différences. Je dirais que sur un bateau européen, on met vraiment l'humain au centre de l'attention, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que la vie soit agréable sur le bateau.
on mange très très bien sur les bateaux. Donc l'alimentation, c'est quelque chose que voilà, on est européens, nous, on peut même Fin avoir gastronome. voilà, on a une culture gastronomique et on se rend compte que voilà, la gastronomie, ça aide aussi à tenir le coup, surtout quand on part plusieurs mois. Et alors que sur un bateau américain, en tout cas sur ce bateau sur lequel j'étais, qui est un des brise-glaces les plus connus américains, on voit vraiment que l'attention est vraiment sur le travail. Donc il y avait des labos absolument incroyables, immenses, on avait de la place, une logistique excellente, mais il n'y avait aucun endroit vraiment où on pouvait se regrouper calmement pour se reposer simplement un moment, pour lire tranquillement entre nous. Il n'y avait pas ce même souci finalement du contact humain. La nourriture, c'était vraiment incomparable aussi, malheureusement. Donc quand on part plusieurs mois comme ça, c'est vrai que ça joue un rôle sur le moral des troupes. Et là, on l'a vraiment ressenti. Et surtout, en tant qu'Européens, on n'a pas du tout la même culture gastronomique. Donc, voilà, il faut vraiment s'habituer à ça. Et c'est vrai que quand on est loin de tout, quand on dort très peu, quand on a très froid et qu'on n'a pas vraiment de quoi se réchauffer correctement et une bonne alimentation pour tenir le coup, ça change quand même toute une mission, en fait. J'imagine. Est-ce que, c'est peut-être une question bête, mais est-ce que vous préparez un peu psychologiquement à ces missions, au-delà de toute la préparation, j'imagine, scientifique qu'il y a à faire? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour vous préparer? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes une adepte de méditation, d'autres pratiques qui vous ont peut-être aidé à traverser ces mois? Non, on se prépare plutôt physiquement. Bon, on a beaucoup de tests à faire aussi au niveau médical et tout ça. Donc, on se prépare plutôt physiquement, mais psychologiquement, je pense qu'en fait, pas tellement. On part comme ça et puis on fait un peu avec ce qui, voilà, avec ce qui vient. Ce C'est qui peut-être vient. une erreur d'ailleurs, parce que surtout sur les longues missions, je pense que ça vaudrait le coup de mieux se préparer. Parce qu'on voit, enfin voilà, c'est assez courant d'avoir des gens qui craquent complètement pendant la mission. Parce que des fois, on a ce rêve d'aller à la découverte, on se dit voilà, on part en Antarctique, mais en fait, dans la réalité, quand on voit qu'on est enfermé dans un brise-glace, qu'on ne peut pas vraiment sortir parce que le temps ne le permet pas, qu'il fait noir, qu'il fait nuit, qu'on nous dit ah ben voilà, il y a la côte de l'Antarctique juste ici, mais qu'on ne peut pas la voir parce qu'il fait nuit, et voilà. Donc voilà, certains rêves peuvent aussi être un peu brisés par ça. Un peu mise à mal, Et ouais. donc, voilà, et quand on est très malade à cause du mal de mer, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont pas faciles. Mais d'un autre côté, voilà, il y a ce côté assez magique d'être un peu les pionniers. Surtout cette mission en 2017, on était dans cette mer de Ross pendant l'hiver, dans des conditions très rudes. Et il y a très peu de gens qui ont accès à ces zones du monde, durant l'hiver, en étant dans les premiers groupes à pouvoir y avoir accès. Et donc, c'est vraiment quelque chose voilà, d'assez spécial et qui nous fait vibrer aussi. Ouais, on peut imaginer, ça doit être assez marquant en effet. Vous parliez avant de frustration et puis du fait que vous étiez peut-être pas toujours écoutée en tant que chercheuse et donc vous avez donné un virage à votre carrière. J'avais bien envie d'en entendre un peu plus, savoir voilà, pourquoi vous aviez pris ce tournant et puis peut-être qu'est-ce que vous trouvez maintenant dans un nouvel engagement puisque vous êtes très engagée dans tout ce qui est action climatique. Comment ça s'était fait et puis qu'est-ce que ça donne maintenant? Je dirais qu'il y a eu pas mal de choses dans ma tête qui se sont passées entre justement cette mission en 2014 en Arctique et en 2017, où on voyait vraiment que voilà, ces mouvements de jeunes, on voyait une volonté de changement, mais on voit cette espèce de blocage. On pousse pour que les choses changent, mais les solutions ne sont pas là. On ne se sent pas écoutés en tant que chercheurs. Les jeunes ne se sentaient pas forcément écoutés non plus. Et donc, c'est une frustration un petit peu grandissante que j'avais en moi. Et en 2017, donc, quand on est parti sur cette mission en Antarctique, c'était aussi une période où voilà, on partait en hiver, on partait plusieurs mois qui ont été assez rudes, justement sur ce bateau américain qui n'étaient pas toujours des plus faciles à vivre. Et en fait, on a pris pas mal de risques aussi, parce que la glace était à beaucoup d'endroits moins épaisse que ce qu'on imaginait. Donc, quand on devait descendre sur la banquise, on a eu plusieurs rapatriements d'urgence sur le bateau, parce que la glace se brisait. Et donc, plusieurs fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est loin de nos familles, on est loin de tout, on prend des risques. Est-ce que ces risques sont vraiment mesurés et est-ce qu'ils valent vraiment la peine? On va rentrer, on va dire voilà ce qu'on a observé et à nouveau on ne va pas être entendu, on va écrire des articles, seulement quelques autres chercheurs vont les lire et j'arrivais plus tellement à trouver un sens à tout ça en fait. Je pense que c'est vraiment c'est un processus où je trouvais de moins en moins de sens, même si évidemment que la recherche fondamentale est absolument essentielle. On a besoin de comprendre le système climatique pour arriver à atténuer les changements climatiques. Mais moi, en tant que personne, j'arrivais plus à trouver un sens à ce que je faisais. Et on a eu un jour, on s'est retrouvé bloqué sur un zodiac, on faisait du forage sur des morceaux de banquise, et on s'est retrouvé pris dans la glace sur un zodiac.
Et j'ai quand même eu assez peur à ce moment-là parce qu'on n'avait pas tellement de réponse du bateau. J'ai eu très, très, très mal aux mains. J'ai eu très, très froid parce qu'à nouveau, je n'étais peut-être pas équipée comme il fallait à ce moment-là. Et là, c'est vraiment, j'ai eu un espèce de déclic dans ma tête où je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on est là? Et j'arrivais vraiment plus à... J'avais plus là, cette même petite voix intérieure qui me disait, voilà, on est au front de l'action. J'avais l'impression que ce front d'action, il était ailleurs. Et il m'a fallu 2 ans pour vraiment prendre la décision d'aller justement vers ce nouveau front d'action, d'aller me concentrer sur les solutions vraiment pour atténuer les changements climatiques. Et même si je garde évidemment une grande affection à mes sujets de recherche et je garde un pied dedans parce que vraiment ça me passionne malgré tout, je suis très contente de maintenant être vraiment plus dans le concret. Et alors le concret, justement, ça ressemble à quoi? Quelles sont vos activités et vos projets à l'heure actuelle? Mais j'avais envie donc d'aller donc de plus seulement étudier les émissions naturelles de gaz à effet de serre, mais finalement d'aller au fond du problème, c'est-à-dire les émissions anthropiques, donc causées par l'activité humaine, surtout les émissions industrielles et surtout les émissions industrielles qui sont les plus difficiles à faire diminuer. Et donc, je me suis approchée de CO2 Value Europe, qui est une organisation donc, dans laquelle je travaille aujourd'hui en tant qu'experte climat et directrice des communications. Donc, CO2 Value Europe, c'est une organisation qui représente la communauté du recyclage du CO2 en Europe. Donc, toutes les industries, quelle que soit leur taille, mais aussi tous les groupes de recherche et de développement et d'innovation, et puis toutes les startups qui travaillent autour de ce concept de recycler le CO2. Et c'est un concept qui est particulièrement intéressant pour les industries qui émettent énormément de gaz à effet de serre. Par exemple, toute l'industrie de la construction, les cimentiers, les chaux-fourniers, la métallurgie, qui émettent énormément de CO2. On parle de plus de 15% des émissions au niveau global, donc c'est vraiment énorme. Et du fait des processus en jeu dans ces productions de matériaux, il est extrêmement difficile de faire diminuer ces émissions. Le recyclage du CO2, c'est une des solutions pour cela. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, maintenant, il faut aller vraiment dans la solution. Et pour moi, c'était vraiment un des endroits clés où j'ai voulu me diriger pour être vraiment, justement, aller parler moi-même aussi aux industriels, même si finalement, quand on est chercheur, le mot industriel, ça fait peur. On connaît très mal ce milieu, finalement. Donc, on a l'impression que, voilà, c'est les méchants, les industriels, et que les chercheurs, c'est des gentils mais je pense que c'est en tout cas pas si simple que ça du tout. Et j'ai justement été très surprise de voir qu'il y avait vraiment un engagement aussi au niveau industriel. Il y a beaucoup de grands groupes qui sont vraiment, qui ont pris des décisions très claires vers une décarbonisation de leurs émissions, vers une défossilisation de leurs processus et tout. Donc, on voit que les choses, elles avancent. Et donc, c'est extrêmement grisant de voir à quelle vitesse aussi les choses avancent. Et finalement, ce Covid a justement fait que ça s'accélère. Et donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Et c'est vrai que ça donne envie de se réveiller le matin, justement. Donc qu'est-ce que le recyclage du CO2? Donc, c'est le fait d'utiliser le CO2 qui est émis directement par les industries, typiquement, ou bien le CO2 qui est déjà dans l'air, et puis d'utiliser ce CO2 comme matière première pour créer quelque chose. Donc, on peut créer, par exemple, des fuels alternatifs, donc des carburants alternatifs, donc aux carburants fossiles. On peut créer des produits chimiques, parce que la majeure partie des produits chimiques sont créés par du carbone fossile. Donc, c'est cette idée de ne plus utiliser de ressources fossiles, mais d'utiliser ce CO2 qu'on a envie d'enlever de l'air et d'enlever des cheminées. Et on peut aussi aujourd'hui séquestrer le CO2 qu'on capture dans les matériaux de construction. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, on peut injecter du CO2 dans les mélanges de ciment pour créer des matériaux de construction. Et sachant que le ciment, la production de ciment entraîne énormément d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est extrêmement difficile de faire diminuer ces émissions. Et on sait aussi qu'on va continuer à avoir besoin de ciment encore dans les décennies à venir. Donc, vraiment, c'est un secteur qui est extrêmement complexe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut capturer ce CO2 qui est émis par cette production de ciment et le réinjecter dans son ciment. Donc, ça entraîne finalement une économie circulaire du carbone qui est aussi très intéressante. Et ça fait en sorte qu'on n'ait plus ce CO2 qui part dans l'atmosphère. Et apparemment, même ce CO2 permet au ciment d'être plus durable et même de durer plus longtemps en termes d'efficacité. Et pour vous donner un exemple, il y a déjà les premières villes. En Belgique, on a une première ville où ils ont créé les premiers trottoirs à base de ce ciment où on séquestre le CO2. Donc, c'est quelque chose qui est déjà existant. Les technologies sont là et c'est déjà en train d'être commercialisé en Europe et au-delà. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et donc, les avantages principaux du recyclage du CO2, c'est de faire diminuer les émissions nettes
de CO2 des industries les plus polluantes. Et puis aussi de défossiliser, c'est-à-dire de défossiliser les ressources, donc de ne plus utiliser de carbone fossile, ou en tout cas d'en utiliser le moins possible. Et les gros challenges, c'est que par exemple, si on veut créer des produits chimiques à la base de CO2, on a besoin d'énergie renouvelable, parce qu'on a besoin d'hydrogène. Donc on a le carbone du CO2, on a besoin d'hydrogène. L'hydrogène, on va devoir le créer avec de l'eau et de l'énergie renouvelable pour avoir de l'hydrogène qui soit propre. Et donc ça, c'est un des grands challenges. C'est que le recyclage du CO2 va de pair avec le développement des énergies renouvelables. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit se faire vraiment en commun et être développé le mieux possible. Mais on a déjà aujourd'hui beaucoup de produits chimiques qui sont créés à base de ce CO2. Donc ça va dans le bon sens, mais il faut être extrêmement vigilant sur tout le contexte autour de ce recyclage. Et est-ce que ces nouvelles solutions que vous citiez à l'instant, par exemple pour le béton, ne se heurtent pas à des lobbies, je ne sais pas, mais en tout cas une réponse des grands groupes qui capitalisent plutôt sur les énergies fossiles? Mais je pense que voilà, il y a effectivement des lobbies très forts à ce niveau-là qui vont vouloir continuer le business as usual, donc qui ne vont pas vouloir qu'on trouve d'alternatives. Mais je pense qu'aujourd'hui, la majeure partie des industries se rendent compte que c'est plus possible de continuer dans cette direction. Donc même si ces lobbies-là existent, ils sont encore très puissants. Il y a encore beaucoup d'aberrations, évidemment, dans le milieu industriel, mais pas seulement. Mais on sent vraiment qu'il y a un mouvement très fort qui va, parce que simplement, qui va vers une économie plus verte, simplement parce qu'aussi il y a d'importants quotas d'émissions à payer maintenant quand on émet du CO2. Donc les industries, évidemment, veulent essayer d'éviter de payer ces quotas-là. Et donc, elles veulent des solutions. Ça, c'est aussi une des raisons. Ouais, on en revient à la contrainte plutôt que la bonne conscience, mais bon, c'est comme ça que ça marche apparemment. Donc. Je pense qu'il y a aussi de la bonne conscience. Je pense qu'il faut pas se dire que ça marche que sur la contrainte. Je pense c'est un mélange des deux, mais il faut aussi comprendre, et ça c'est ce que j'ai compris moi-même aussi, que dans le milieu industriel, qu'il y a des emplois à la clé et qu'il y a des personnes, c'est des êtres humains. Donc c'est facile de dire on va arrêter telle ligne de production, mais ça veut dire que voilà, c'est des dizaines, des centaines de milliers de personnes qu'on met au chômage. Donc il faut des solutions alternatives. Il faut pouvoir continuer en ayant une production propre et respectueuse de l'environnement, du climat et de l'être humain. Et souvent, ces trois choses vont de pair. J'ai juste une question aussi par rapport aux technologies justement de recyclage. Est-ce que c'est des technologies qui sont très accessibles et donc beaucoup de grands groupes peuvent les mettre en œuvre à des coûts que j'imagine élevés, mais néanmoins accessibles, ou voilà, c'est encore une technologie qui est du domaine de l'innovation, puis on a du mal un petit peu à l'implémenter? Donc, les technologies de recyclage du CO2, aujourd'hui, elles existent. Il y en a un bon nombre qui sont déjà en phase de commercialisation ou même déjà commercialisées. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on ait un système législatif favorable pour que les industries aient un avantage à utiliser ces technologies et que que les industries aient un avantage à recycler leur CO2 au lieu d'émettre. Donc, si on leur dit, voilà, si vous recyclez votre CO2, vous allez avoir tel ou tel avantage, et si vous émettez votre CO2, vous allez devoir payer telle quantité de quotas, évidemment qu'ils vont plus aller vers le recyclage du CO2. Donc aujourd'hui, il faut que ça devienne intéressant de recycler le CO2, et non seulement au niveau de l'industrie elle-même, mais aussi au niveau des consommateurs. Si les produits créés à base de CO2 deviennent plus compétitifs par rapport aux produits faits à base de pétrole, par exemple, bien évidemment qu'on aura plus envie d'utiliser des produits faits à base de CO2. Donc, c'est tout un marché à développer, tout un système législatif aussi à développer autour de tout ça. Et justement, je voulais vous demander, vu que vous me tendiez la perche sur tout ce qui était cadre législatif, voilà, en 1997, il y a eu le protocole de Kyoto, il y a 5 ans en arrière, en 2015, l'accord de Paris. Est-ce que d'après vous, ce type d'instrument juridique, on le mentionnait à l'instant, est réellement efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique, ou est-ce que c'est un dispositif qui n'est à ce jour pas assez contraignant pour les nations? Est-ce qu'on doit réellement aller dans la contrainte? Mais ce que je pense qui est un peu problématique, c'est souvent des outils qui demandent un engagement, et donc on s'engage à faire quelque chose, mais il n'y a souvent pas un plan d'action clair derrière tout ça. Et je pense que c'est ce qui nous manque, un plan d'action avec des échelles de temps assez claires en termes d'action. Pas seulement en termes de but, de dire voilà, on diminue les émissions de 55% pour 2030 et on arrive à la neutralité carbone en 2050, mais on veut savoir, oui, mais comment est-ce qu'on doit diminuer les émissions d'un secteur ou d'un autre, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes dans tous les secteurs. Et donc, il faut aussi se rendre compte qu'on ne peut pas imposer les mêmes normes dans tous les secteurs. Et je pense que, voilà, pour l'instant, on a un peu
ce parapluie où on dit voilà, il faut faire ça, mais le comment on va le faire est encore assez vaste. Il y a beaucoup de grands effets d'annonce, mais que je ne trouve pas très convaincants. Donc, je pense que maintenant, il faut vraiment aller dans le plan d'action. Et au niveau de l'Europe, c'est en train d'être mis en place. Et j'ai un sentiment de plus en plus positif sur le sujet. Mais au niveau national, par exemple en Suisse, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est vrai que de l'extérieur, enfin moi juste de ma perspective, ça semble toujours assez flou. On entend des grandes annonces, des grands discours qui disent d'ici à 2030, on va contenir la hausse des températures. Je crois que c'est à moins de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, 2 degrés ou 1,5, je sais plus. Ça semble magnifique, mais on se dit concrètement en fait comment ça se passe. Et c'est vrai qu'en tout cas de ma perspective, on a l'impression que c'est des grands discours et qu'il manque un peu de fond de l'opinion du public, je pense en tout cas. Et simplement, enfin, moi, ce que je trouve important, c'est de parler des solutions. Parce qu'on dit aux gens, il va falloir faire ça, mais il y a énormément de gens qui ont envie de faire des choses, mais qui ne savent pas comment le faire. Et donc, je pense que c'est même au niveau fédéral, même au niveau des États membres européens, enfin, c'est très important d'aussi communiquer sur ces solutions, non seulement vers les industriels, mais aussi vers les citoyens, pour leur donner en fait le pouvoir, qu'ils aient le pouvoir dans leurs mains de dire, ben voilà, maintenant j'ai le choix de consommer de telle ou de telle façon, et que cette consommation va jouer tel ou tel rôle sur l'environnement. Et je pense que beaucoup de gens ne sont pas au courant, ils ont envie de faire des efforts, mais ils ne savent pas le faire. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, et c'est pour ça que je fais beaucoup de conférences dans les écoles, ou aussi d'ailleurs pour les adultes sur ces sujets-là, parce que je pense que c'est essentiel d'éduquer les gens sur les solutions, justement, et pas seulement de leur dire c'est une catastrophe, ça n'amène à rien. Je pense que maintenant, il faut vraiment parler. Voilà, tout est encore possible. On a toutes les solutions dans les mains. Maintenant, il faut choisir les bonnes. C'est vrai que parler de catastrophe, on a l'impression que c'est hors de nos mains, puis que c'est tellement trop grand que de toute façon on n'y pourra rien. Alors que si on nous encourage à adopter des gestes peut-être simples, hein, mais de manière individuelle, je pense que ça aide un petit peu plus, ouais, effectivement. Et puis aussi se dire que finalement, parce qu'on dit souvent oui, mais bon, moi, si je mange moins de viande, ça jouera aucun rôle parce que voilà, les industriels, ils polluent plus. Mais il faut bien se rendre compte que la pollution des industriels, c'est pour notre consommation la plupart du temps. Et qu'il faut aussi se dire qu'on a un rôle à jouer. Selon la façon dont on consomme, ça va changer aussi les produits qu'on va trouver. Donc, c'est-à-dire que si plus personne ne consomme des fraises au mois de janvier, il n'y aura plus de fraises au mois de janvier au supermarché. C'est un exemple tout bête, mais donc je pense qu'il faut juste être un peu réaliste sur le fait que voilà, on consomme, on donne notre argent pour quelque chose. Donc, c'est comme si on finançait aussi un type d'industrie ou un autre, ou un type d'agriculteur ou un autre. Et donc, il faut vraiment, d'agriculture ou un autre, donc il faut vraiment être un petit peu cohérent aussi avec tout ça. Ouais, c'est une bête histoire d'offre et de demande, hein, on en revient toujours à ça. Mais effectivement, si on coupe une partie, l'autre n'existe plus. On a évoqué très rapidement avant la crise du Covid-19. Justement, quand on fait un parallèle avec la rapide mobilisation internationale qui s'est faite dans le cadre de cette pandémie, on peut légitimement se demander pourquoi en fait on n'aborde pas la crise climatique avec la même urgence et puis aussi la même prise de conscience collective. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Je pense que la raison principale, c'est l'échelle de temps. Là, si on ne fait rien pour le Covid, c'est dans 2 semaines, dans 3 semaines que les hôpitaux vont être complètement surchargés. Enfin, ils le sont déjà, hein, évidemment, mais encore pire, et qu'on va avoir des débordements dans le sens et des morts qu'on va pouvoir comptabiliser voilà, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Alors, quand on parle de crise climatique, aujourd'hui, il y a déjà des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de morts chaque année à cause de la crise climatique. Il y a des millions de réfugiés climatiques aussi. Et déjà, ils sont assez éloignés, on va dire, de l'Europe et des pays de l'Occident. Donc, c'est vrai qu'on ne les a pas devant notre porte, donc on a tendance à un petit peu l'ignorer, c'est une chose. Et puis aussi, nous, les gros problèmes vont arriver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, les politiciens actuels, ils ont tendance aussi à se concentrer beaucoup sur leur mandat, et ce qui va au-delà, voilà, ça reste beaucoup plus flou. Et donc, je pense que ça, c'est une des raisons, donc cette grosse différence en termes d'échelle de temps. Mais c'est malheureusement une erreur parce que justement, typiquement, si on veut faire le lien entre un virus et la crise climatique, on sait qu'avec cette crise climatique, avec ces changements de température, on va avoir aussi de plus en plus de pandémies. Donc, il y a vraiment un lien très clair. Et donc, il faut vraiment tout faire pour, quand on voit ce qui se passe avec juste une, entre guillemets, petite pandémie, il faudrait plutôt ouvrir les yeux et se dire, maintenant, il va tout falloir faire pour éviter que ça continue comme ça. Et ça veut dire agir pour atténuer les changements climatiques, donc faire diminuer au plus vite et à tout prix les émissions de gaz à effet de serre.
Et justement, puisque vous évoquiez les politiques, comment est-ce que, bon, c'est une grande question, vaste question, mais comment est-ce que les politiques peuvent, d'après vous, mieux faire, en fait, à court terme, à moyen terme, à long terme, c'est assez évident, mais même à court terme, dans le cadre de cette new normale qui arrive post-Covid? Je pense que ouvrir le dialogue, c'est la première chose pour mieux comprendre le problème, puisqu'on entend encore énormément d'absurdités venant des politiques sur la problématique climatique. Donc, ça prouve que beaucoup de choses ne sont pas comprises. Et aussi ouvrir la discussion sur les solutions. Parce que maintenant, évidemment, il y a des lobbies très forts qui vont dans une direction ou dans un autre. Donc, il y a des grands effets d'annonce dans tous les pays. Mais il n'y a pas une solution pour atténuer les changements climatiques. Il y a une immense palette de solutions. Donc, aujourd'hui, il faut créer un plan en prenant toutes les solutions possibles et en les appliquant au secteur où elles sont le plus applicables. Et c'est seulement comme ça qu'on aura vraiment un impact important dans les années à venir. Donc, je pense qu'il faut, voilà, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et puis, c'est aussi d'ouvrir la communication, de mieux éduquer les plus jeunes, de mieux éduquer la population sur le sujet et d'arrêter toutes ces, parce qu'il y a énormément d'informations fausses qui circulent sur le climat et c'est ça aussi qui entraîne de gros problèmes. Donc, je pense que c'est vraiment, voilà, c'est à ce niveau-là que les politiciens peuvent jouer un rôle. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des projets que vous souhaiteriez évoquer ici, des choses qui arrivent prochainement. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Seul au pôle Nord, qui a été illustré par Caro Powell, une illustratrice bruxelloise. Et c'est un livre qui est entouré d'un projet pédagogique et qui a pour but de faire comprendre la problématique climatique aux plus jeunes, donc on va dire aux élèves du primaire. Et donc, ça raconte l'histoire d'un petit rayon de soleil qui se trouve piégé au pôle Nord à cause des gaz à effet de serre et qui fait tout un voyage qui découvre en fait ce grand Nord et qui finit par se rendre compte qu'il ne peut plus rentrer vers le soleil parce que justement, il y a trop de gaz à effet de serre. Et donc, il demande aux enfants du monde de l'aider à trouver des solutions pour pouvoir rentrer chez lui, donc pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un livre virtuel qui peut être lu en ligne ou téléchargé. Et en fait, c'est un peu un espèce de concours. On propose aux enfants de différentes classes du primaire de proposer leurs solutions de manière artistique, sous forme de poèmes, de chansons, ou, enfin, quelles que soient leurs idées. Et leurs idées sont proposées ensuite sur le site. Et je vais m'inspirer de toutes leurs idées pour écrire la fin de l'histoire. Et ce livre sera publié en dur, on espère, d'ici la fin 2021. Très bien. Et il sera publié, j'imagine, en Europe, à Bruxelles, enfin en Belgique, en Suisse. En Suisse et en Belgique. Et il sera publié en tout premier lieu en français, en tout cas. Et donc voilà, on espère avoir le maximum de participation. C'est un projet complètement gratuit qui a vraiment un but purement pédagogique et je suis toujours très contente aussi de pouvoir participer dans les classes de nos jours de manière virtuelle comme on n'a pas le droit d'être en présence physique. Mais voilà, je pense que c'est très important d'aller parler aux plus jeunes et de leur faire aussi se rendre compte de non seulement des beautés qu'on a sur notre planète, mais aussi des solutions qu'on peut apporter pour la préserver, cette beauté. Absolument. Merci beaucoup. Avec plaisir. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.